le gouvernement Bayrou était prêt à augmenter les impôts sur tous les retraités dépassant 1500 ou 1600 euros par mois. Enfin, c'était 20 000 euros par an. Il disait, voilà, ceux-là, vraiment, ils sont riches quand même. Hein, c'est des retraités privilégiés, vous vous rendez compte, ils ont plus de 1600 euros. Donc eux, je vais les faire contribuer. Mais par contre, 2% par an sur ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros, ça c'est inconstitutionnel, c'est une expropriation. Mais attendez, il y a un manque de bon sens. Excusez-moi, mais je ne sais pas sur quelle planète... Pardon, en fait, je vais faire une petite cloche. Alors allez-y. Et quand on me dit bon sens, je vais sonner la cloche. Okay. Parce que vous me dites tous bon sens. Que vous soyez de droite, de gauche, économiste ou chef d'entreprise, vous me parlez tous de bon sens. Alors stop, c'est pas du bon mauvais sens. Très bien. Alors, oui. Il y a aussi, malheureusement, de mon point de vue, beaucoup d'inflation. Parce que l'inflation, c'est vraiment l'impôt sur le patrimoine des pauvres, qu'on a d'ailleurs beaucoup pratiqué en France ces dernières années. Hein, parce que quand vous avez 10 ou 15% d'inflation, ceux qui ont pour seul patrimoine un peu d'épargne, en fait, ils ont payé. Donc en France, on a un impôt sur le patrimoine des pauvres qui prend deux formes. L'inflation, qui a été très brutale ces dernières années, et d'autre part la taxe foncière. La taxe foncière, oui, mais ça n'a pas été voulu. Vous avez l'air de dire ça comme si quelqu'un un jour avait dit, vous savez quoi, en fait, dans les outils qu'on a, on va quand vous financez pas vos dépenses en demandant aux plus riches un effort, à la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye, et comme par hasard, ça va être les plus pauvres. Je prends un exemple beaucoup plus explicite. Tous ceux là qui nous font des leçons sur le fait qu'il ne faut pas imposer les milliardaires, ils n'ont aucun problème avec le fait qu'on impose les classes moyennes et les classes populaires avec la taxe foncière, qui est un impôt extraordinairement injuste. C'est-à-dire, si vous avez... Et qui a considérablement augmenté. Vous avez acquis une maison, un appartement qui vaut 200 000 euros. Mais en fait, mettons que vous êtes endetté à hauteur de 190 000 euros. En fait, vous ne possédez rien. Vous avez des remboursements qui sont équivalents au paiement d'un locataire. Vous payez la même taxe foncière que quelqu'un qui, avec le même appartement, n'aurait aucune dette et aurait 3 millions d'euros de patrimoine financier. Est-ce que c'est normal? Simplement, ce système a été mis en place pour le coup au moment de la Révolution française, où les patrimoines financiers n'avaient pas l'importance qu'ils ont aujourd'hui. On ne l'a jamais fait évoluer. Et ça pose aucun problème. Si vous voulez, on peut se retrouver à payer de la taxe foncière, y compris quand on a très peu de revenus. Pardon de vous ramener à la question de la dette, mais vous avez dit, ça n'est que la 4e fois qu'on a une dette aussi considérable. Alors, c'est pas forcément rassurant de se dire ça. On est quand même d'accord. Alors vous avez raison. Alors revenons-en aux solutions qui ont été adoptées dans l'histoire. La leçon générale de toutes ces expériences historiques, d'abord, il faut qu'on invente nos propres solutions. C'est aucune des solutions qui a été prise, que ce soit la Révolution française après les 2 guerres mondiales, n'était parfaite, et donc il ne s'agit pas de reproduire, mais on peut s'inspirer. Est-ce que vous souhaitez une révolution d'ailleurs? Parce qu'au fond, quand vous dites la dette a conduit à la révolution comme une forme finalement de résolution. Moi, je préfère ça qu'on fasse ça tranquillement au Parlement. Ça a résolu la question finalement dans un sens, puisque ça a changé le modèle fiscal, le modèle démocratique et tout. Sur le fait d'arriver à l'égalité des droits politiques, en tout cas pour les hommes, en l'occurrence. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez le mouvement, alors même s'il n'a pas eu l'ampleur que certains, peut-être de ses instigateurs, espéraient, le mouvement Bloquons tout, est-ce que vous vous dites des mouvements de ce type qui pourraient être amenés à se répéter sont souhaitables si c'est la manière de sortir de cette situation? Les mouvements sociaux ont toujours accompagné les mouvements politiques et moi je crois évidemment dans l'élection, dans le vote au Parlement de meilleures lois, d'un meilleur système fiscal. En l'occurrence, j'étais pas dans la rue le 10. C'est vrai que moi j'ai plutôt tendance quand même à penser qu'on a besoin d'institutions collectives, en particulier de syndicats. Donc vous y serez peut-être le 18 social. J'y serai sans doute le 18. J'y étais de nombreuses fois au moment des débats sur les retraites. Il faut bien être conscient du fait qu'aujourd'hui on a un principe d'égalité devant l'impôt qui est violé par le fait que les plus riches, en particulier les milliardaires, paient un taux d'impôt sur le revenu qui est de quelques pourcents, là où les classes moyennes supérieures vont payer 20, 30, 40%. Et en fait, la violation de nos principes constitutionnels d'égalité devant l'impôt, elle est ici. Et donc ceux qui vont utiliser la Constitution pour dire « Ah non, on peut surtout pas résoudre ce problème parce que ce serait violer la Constitution », c'est vraiment... Là, franchement, il ne faut pas comme ça utiliser le droit pour perpétuer des injustices. Et là, je pense que ça, c'est une énorme erreur. Oui, je reviens et vous donnez maintenant la réponse à ma première question. Je vous repose donc la deuxième, mais c'est très intéressant d'avoir enfin compris effectivement que pour vous, c'est au fond une manière de se cacher derrière le droit, j'ai envie de dire même pour une fois, et de manière pour vous vicieuse. Si je reviens, c'est ma métaphore. Si je reviens à la question de la dette, ce soir il y a une échéance, la notation de la France qui va être rendue par l'agence Fitch. C'est une des grandes agences de notation qui font en quelque sorte la pluie et le beau temps sur le coût de l'argent, le coût de l'emprunt, le coût de la dette à l'international. Est-ce qu'il faut en attendre plus, est-ce qu'il faut se dire oui c'est terrible, il va peut-être ce soir on va être dégradé, ou est-ce qu'au contraire il faut se dire en fait ce n'est que
Ce n'est qu'un épiphénomène et ça n'a pas tant d'importance. J'entendais. Oui, le drame. J'entendais avant de passer au plateau votre chroniqueur Emmanuel Le Chip qui disait il faut arrêter d'hystériser le débat. Il a raison. Il a raison. C'est-à-dire que la France, pour résumer, la France n'a jamais été aussi riche. Je veux juste rappeler un autre élément historique. La dette, c'est vrai, est passée à un peu plus de 100% du PIB. On était à 20 ou 30% dans les années 70. Les patrimoines privés en France étaient à même pas 300% du PIB dans les années 70, sont aujourd'hui à plus de 500% du PIB. Donc les patrimoines privés, ce que possèdent les Français, net de toutes leurs dettes, a beaucoup plus augmenté que n'a augmenté la dette publique. Donc collectivement, si on additionne les patrimoines privés et les patrimoines publics, en fait, le patrimoine national, y compris en pourcentage du PIB, a énormément augmenté. Quand on prend l'ensemble, c'est-à-dire public et privé. Et c'est pour ça que quand on essaye de faire peur en disant « Regardez, vos pauvres enfants, ils vont recevoir que des dettes », mais pas du tout. Certains vont recevoir beaucoup d'héritage. Et en fait, au total, ce qu'on va laisser à nos enfants, patrimoine privé et patrimoine public confondu, n'a jamais été aussi élevé. Donc là, si vous voulez, il y a une absence de perspective. Épouvantail politique de la dette. Oui, et puis surtout là, il y a des erreurs juste économiques, c'est-à-dire considérer isolément la question de la dette publique sans regarder la question des actifs publics, des patrimoines privés, regarder l'ensemble. C'est en plus faire une erreur historique considérable. Parce que ce que je veux rappeler à nouveau, c'est que dans tous les épisodes historiques où on a eu des dettes de ce niveau, et pas seulement en France, en Allemagne, au Japon, dans tous les pays qui ont connu ça, à un moment, on a besoin de solutions exceptionnelles qui passent par une mise à contribution des patrimoines privés. Alors, je dis pas que c'est simple, ce sont des luttes sociales et politiques considérables, parce qu'évidemment, quand vous dites ça, tous les gens, mettons qu'on 500 000 euros, 1 million d'euros, se disent, non mais attendez, les milliardaires, ils payent rien, et moi, on va me mettre à contribution. Donc vous avez absolument besoin, c'est pour ça que vous avez absolument besoin de mettre à contribution, pour commencer, le très haut, parce que sinon, qui va accepter en France aujourd'hui de faire des efforts? Enfin, vous vous rendez compte quand même que le gouvernement Bayrou était prêt à augmenter les impôts sur tous les retraités dépassant 1500 ou 1600 euros par mois. Enfin, c'était 20 000 euros par an. Il disait, voilà, ceux-là, vraiment, ils sont riches quand même. Hein, c'est des retraités privilégiés. Vous vous rendez compte, ils ont plus de 1600 euros. Donc eux, je vais les faire contribuer. Mais par contre, 2% par an sur ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros, ça c'est inconstitutionnel, c'est une expropriation. Mais attendez, il y a un manque de bon sens. Excusez-moi, mais je ne sais pas sur quelle planète. Pardon, en fait, je vais faire une petite cloche. Alors allez-y. Et quand on me dit bon sens, je vais sonner la cloche. Okay. Parce que vous me dites tous bon sens. Que vous soyez de droite, de gauche, économiste ou chef d'entreprise, vous me parlez tous de bon sens. Alors stop, pas bon sens. Très bien. Alors, je voudrais simplement, Thomas Piketty, une autre question. Lorsque François Bayrou dit au fond, la dette, c'est la faute des boomers. C'est le confort même, dit-il, des boomers. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il a tort ? Je vous dis, ce que manque complètement François Bayrou dans son analyse, c'est le fait que tout le monde n'est pas égal face à cette situation. C'est-à-dire que c'est pas juste une question de génération, c'est à l'intérieur de chaque génération, vous avez des personnes qui vont recevoir 1 million d'euros d'héritage, d'autres qui vont recevoir 0. Et donc, ce raisonnement qui oublie complètement toute notion de classe sociale, de disparité entre les couches sociales ne fonctionne pas du tout. Donc, vous voulez pas du terme bon sens, je vous parle de déconnexion. C'est-à-dire que quand vous êtes prêt à expliquer aux Français que toutes les personnes, et en l'occurrence tous les retraités au-delà de 1600 euros vont devoir payer, mais que par contre c'est impossible de faire payer 2% par an à des personnes qui ont plus de 100 millions. Mais vous voyez, et que par ailleurs, les gens voient qu'ils ont plus de généralistes, qu'ils n'ont pas les ressources qu'il faut pour les soignants dans les hôpitaux, qu'ils ont pas de place dans les IUT, les BTS pour leurs enfants. Et que donc les services publics, à l'arrivée, l'avenir de la France. La France est un pays riche. Aujourd'hui, la France a l'une des plus fortes productivités au monde. C'est-à-dire le PIB par heure travaillée en France, c'est de l'ordre de 60 euros. Chaque heure travaillée. C'est-à-dire que quand on bosse très bien. Qui est le niveau qui est un tout petit peu plus bas que le niveau allemand ou suédois, qui est l'équivalent du niveau aux États-Unis, parce qu'on raconte énormément de bêtises sur ces comparaisons. On oublie de prendre l'indice des prix. Et on oublie le fait que les prix sont très élevés aux États-Unis. C'est comme si quelqu'un comparait les salaires en oubliant l'inflation. Si on prend en compte la parité de pouvoir d'achat et qu'on divise par le nombre d'heures travaillées, la France est un pays des plus productifs du monde. La moyenne mondiale, pour avoir la tête, c'est 14 euros. En Afrique subsaharienne, c'est 4 euros. Si on veut continuer dans cette voie, c'est en investissant dans la formation, dans le capital humain. C'est-à-dire que, vous savez, l'Europe et la France ont déjà surclassé les États-Unis en termes d'indicateurs de santé publique. Donc il faut bien investir. Pour investir, il faut avoir des sous. Il faut maintenant surclasser les États-Unis en termes de formation, de productivité. L'Europe a les moyens pour cela. Et pour ça, il faut sortir de ces discours hystériques où en fait on s'enferme dans le déclin comme si on aimait ça.